Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour Patrick Simonin. Vous êtes le secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie auprès du Premier ministre Jean Castex. Merci d'être sur TV5 Monde, la chaîne des Français établis hors de France. Ces Français qui viennent de voter des élections consulaires qui avaient été reportées d'1 an, mais très attendues, notamment par Emmanuel Macron et par la majorité présidentielle. Vous êtes en mesure de nous annoncer les résultats ? Tout à fait. Les Français établis hors de France ont pu voter le week-end dernier à l'urne et puis de façon anticipée par Internet quelques jours auparavant. Et donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, c'est une grande satisfaction de savoir qu'il y a plus de Français qui ont voté en 2021 qu'en 2014. Ils ont été 205 000 à se déplacer ou à voter par Internet. Ils étaient 176 000 il y a 7 ans. Donc on est sur une augmentation du nombre de votants de l'ordre de 16%. Donc c'est un motif de satisfaction. Et puis, c'est aussi la satisfaction de voir que ce vote a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Parce que vous savez qu'on est dans cette période encore quand même de pandémie mondiale et pouvoir tenir des bureaux de vote pas loin de 350, dans pas loin de 150 pays, sachant qu'il y a encore un certain nombre de restrictions de circulation, etc., ici et là. Ça a été des négociations jusqu'au bout, de la part de nos postes, les consuls, les ambassadeurs, etc. Et la satisfaction du devoir citoyen accompli pour les électeurs, du devoir accompli également pour le réseau consulaire qui a permis la bonne tenue du scrutin. Oui, à part 2-3 circonscriptions à Madagascar. Alors, exactement. Sur 130 circonscriptions dans lesquelles les Français votaient, 3 ont dû voir le scrutin reporté à l'automne ou d'ici la fin de l'année. 2 circonscriptions en Inde, compte tenu de la situation sanitaire. Une circonscription à Madagascar, compte tenu du maintien du confinement strict à Tananarive, la capitale. Et donc, pour ces 3 circonscriptions, le vote aura lieu un peu plus tard. Oui, alors vous êtes un peu le ministre de l'Intérieur des Français établis hors de France, Jean-Baptiste Lemoyne. Donc vous pouvez nous annoncer, vous, les résultats, et notamment pour la République En Marche, qui n'était pas présente jusqu'ici. Alors c'est vrai que c'est une satisfaction pour la majorité présidentielle, parce que nous étions jusqu'à maintenant très peu présents dans les conseils consulaires, et pour cause, les élections avaient lieu en 2014. Emmanuel Macron n'avait pas encore créé ce mouvement qui fédère, réunit les bonnes volontés issues de la droite, de la gauche, du centre et de la société civile. Et donc avec ces élections, c'est une entrée très importante, massive dans les conseils consulaires, puisque nous avons 75 conseillers des Français de l'étranger qui ont été élus, là où nous n'en avions que 10 dans les conseils consulaires sortants. Donc vous voyez la progression. Et si on y ajoute les délégués consulaires, qui sont les grands électeurs et qui participeront à la désignation des 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France au mois de septembre, nous atteignons 91 conseillers et délégués consulaires. Donc c'est un grand motif de satisfaction pour cette majorité présidentielle et la reconnaissance, d'une part, aussi d'un engagement. Parce que je peux vous dire, ces femmes, ces hommes qui ont été élus, ce sont des gens qui ont la main sur le cœur, qui sont très engagés dans la vie associative, locale, dans les sociétés d'entraide, dans l'enseignement du français, etc. Et je crois que ils ont su séduire par leur engagement et puis aussi une reconnaissance de l'action conduite par le gouvernement. Oui. Depuis 14 mois, à la demande du président de la République, l'État a été là, à leur côté, en soutien aux écoles, avec des bourses supplémentaires, 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, oui. Voilà. Et aide sociale aussi. Aide sociale aussi, 50 millions d'euros mis sur la table pour mettre en place ce qu'on appelle l'aide SOS Covid, parce que en France, on a un certain nombre de filets de sécurité. Mais vous allez dans un certain nombre de pays, ces filets de sécurité n'existent pas. Et donc, il était bien de pouvoir donner cette aide de 150 euros par mois par personne qui puisse venir en soutien. Et puis, par ailleurs, le soutien en matière médicale. La vaccination, par exemple, la vaccination des Français établis hors de France, dans un certain nombre de pays, c'est la France elle-même qui contribue à l'envoi de ces vaccins, qui organise la vaccination. J'étais à Madagascar il y a quelques semaines, on peut en parler. Et on fait ça dans un nombre croissant de pays. Ça veut dire, c'est quoi, 20% des Français établis hors de France qui n'avaient pas de vaccination locale, qui pouvaient être vaccinés grâce finalement à cette aide directement de la métropole? C'est ça. 80% des Français établis hors de France s'inscrivaient dans les stratégies vaccinales de leur pays de résidence. C'est le cas notamment en Europe, où ils ont accès aux mêmes vaccins homologués, etc. Mais il n'en restait pas moins qu'il y avait 20% de nos compatriotes qui étaient dans des pays
où les stratégies vaccinales ne les prenaient pas forcément en compte, ou bien ces stratégies vaccinales étaient incomplètes parce qu'il n'y avait pas l'accès aux vaccins homologués par l'Union européenne. Et donc dans ces pays-là, eh bien, on a assumé, nous, d'organiser l'acheminement des vaccins. J'ai par exemple fait en sorte qu'on envoie très vite 5000 doses de Moderna en Inde face à la situation sanitaire pour vacciner nos compatriotes. On a envoyé 6000 doses de Janssen à Madagascar et j'ai pu visiter par exemple le centre de vaccination qui a été établi par l'ambassade à Tananarive. C'est formidable. Je peux vous dire qu'il ne désemplit pas. On en est à 3000 rendez-vous pris. Et donc, c'est une vraie réponse, un vrai service public. Oui, il fallait accompagner la vaccination locale pour pas que les Français soient privilégiés par rapport aux populations comme à Madagascar, par exemple. Vous avez tout à fait raison. Et c'est un engagement fort du président de la République. Il a redit, lors de son déplacement en Afrique du Sud, il y a quelques jours, le fait que nous devons participer pleinement aux stratégies permettant d'approvisionner en vaccins tous les pays dans le cadre de l'initiative COVAX. COVAX, c'est quoi? C'est 92 pays, justement, à faible revenu ou à revenu intermédiaire, qui sont aidés pour pouvoir recevoir ces vaccins. Et la France prend sa part dans cet effort. D'ici la fin du mois de juin, on a 500 000 doses qui vont partir dans COVAX. Et ça permet, par exemple, c'est vrai qu'à Madagascar, les premières doses COVAX sont arrivées. Et ça permet que, à la fois la vaccination des Français se fasse, à la fois la vaccination des nationaux malgaches se fasse. Oui, pour éviter un sentiment anti-français. Oui, et puis tout simplement, il faut être lucide. On ne sortira pas de cette pandémie mondiale tant que tout le monde n'aura pas très largement acquis cette immunité collective. Et donc, il n'y a pas d'un côté les pays du Nord qui seraient vaccinés, les pays du Sud qui n'y auraient pas accès compte tenu du coût de cette vaccination. C'est pour ça qu'il faut être solidaire. Il faut travailler ensemble à ce qu'on s'en sorte ensemble. Soit on réussit ensemble, soit on échoue ensemble. Oui, le président de la République, Emmanuel Macron, avait envoyé une lettre aux Français établis hors de France. Il leur avait dit, je cite, « Je connais votre lassitude, je connais votre fatigue. » Est-ce que vous diriez, parce qu'il avait d'ailleurs été très très choqué que les frontières de l'Hexagone aient pu être fermées en début d'année, est-ce que vous diriez un peu moins d'un an avant la présidentielle, il faut proposer quelque chose, un nouveau projet pour les Français établis hors de France? Il y a toujours du pain sur la planche, parce que on a à cœur vraiment d'avoir cette proximité, ce lien avec nos compatriotes. Le président dit souvent, la France, c'est un pays-monde. C'est un pays-monde par ses territoires, parce que nous sommes présents sur les 5 continents. Regardez avec Mayotte, la Réunion, la Caraïbe, etc. Donc, la France est un pays-monde de ce point de vue-là, mais la France, elle est aussi un pays-monde par ses diasporas, ses communautés qui font vivre, je dirais, nos 3 couleurs. Et donc, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre encore de dossiers sur lesquels moi, je souhaite qu'on avance, en matière fiscale, en matière également de simplification de leur vie quotidienne. Par exemple, le renouvellement d'un passeport, c'est parfois un peu le parcours du combattant, parce qu'il faut comparaître au consulat, parce qu'il faut y aller à plusieurs reprises, et que parfois, on n'habite pas à 50 mètres du consulat, parfois, on habite à 300 km, à 1000 km, et on voit bien tout ce que ça génère en frais, en énergie, etc. Et donc, quelque part, essayons de travailler sur la dématérialisation du renouvellement des passeports. Je donne un exemple, mais il y en aurait plein d'autres. Par exemple, on a de formidables dispositifs avec les associations Flammes qui veillent à ce que les jeunes puissent être dans un environnement où ils continuent à apprendre le français, même lorsqu'ils sont scolarisés parfois dans les systèmes locaux. Je trouve qu'ils font un travail formidable et donc qu'on puisse peut-être les aider en mettant plus de crédits à leur disposition, en pérennisant ces associations. Voilà, tout ça, c'est des projets sur lesquels je souhaite travailler avec ces nouveaux élus, ces nouveaux conseillers des Français de l'étranger qui ont été désignés partout dans le monde. Oui, il y avait un article dans le Figaro qui disait Emmanuel Macron veut, je ne sais plus l'expression, dorloter les Français établis hors de France. En tout cas, il considère que c'est très important. C'est vrai? Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'ils ont voté majoritairement pour lui? Parce qu'ils sont une composante essentielle de la nation. Ils sont 3,5 millions. Et je peux vous dire que par à la fois leur engagement dans la vie culturelle, sociale, économique de tout leur pays, encore une fois, ils font briller ces 3 couleurs. Donc, il y a vraiment chez lui, à chaque fois, ce souhait de pouvoir les accompagner au mieux. Et je peux vous dire que
ma vie, elle est assez simple parce que quand il s'agit d'aller chercher un arbitrage les concernant, eh bien, c'est pas trop dur parce que le président de la République est très attentif à leur situation. Alors, c'est vrai que d'un point de vue de la mobilité, parfois, ça a été compliqué parce que avec cette période de pandémie, il y a parfois eu des difficultés pour le franchissement de frontières, etc. Néanmoins, on a toujours veillé à être au plus près de leurs préoccupations. Encore une fois, je crois que c'est unique dans le monde qu'un pays, par exemple, organise cette vaccination auprès de ses communautés. Il y a plein de pays qui organisent la vaccination de leurs diplomates. Mais là, on est au-delà de ça. On est sur la vaccination des communautés. Donc ça, c'est, encore une fois, quelque chose d'assez inédit. Et pareil pour les dispositifs d'aide sociale, par exemple. Je ne vois pas de pays qui ait consacré autant de crédits à cette diaspora. Oui, et 370 000 Français qui avaient été rapatriés au début de la crise. Ça, c'est les Français qui étaient de passage à l'étranger et qui, d'un coup, d'un seul, ont vu les frontières se fermer. Et ça a commencé, je me souviens, au Maroc. Beaucoup de Français qui étaient pris, je dirais, au piège, quelque part, parce que les frontières se fermaient. Avec Jean-Yves Le Drian, on a fait un travail considérable, et Jean-Baptiste Djebari, pour affréter des vols spéciaux, négocier avec les États, ramener ces Français, et parfois, d'ailleurs, les ramener à des prix imbattables, parce que nous affrétions, et il y a des compagnies qui, sinon, en prix commerciaux, mettaient des vols qui étaient quand même assez hors de prix. Donc, ça a été effectivement une véritable opération logistique de rapatriement pour ramener à la maison tous ces Français de passage à l'étranger. Et puis, je veux saluer aussi la solidarité qui s'est exprimée de la part des Français qui étaient installés à l'étranger vis-à-vis de ces Français de passage. Parce que parfois, je peux vous dire qu'il y en a, ils étaient mis dehors de leur hôtel parce que tout fermait, ils n'avaient plus de toit. Et bien, il y a des Français qui se sont manifestés grâce à l'application SOS Un Toit et qui ont proposé d'héberger chez eux, comme ça, des compatriotes qui étaient en galère, en rade, pendant 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Ça montre que être Français... partout dans le monde, ça a un sens et ça se traduit aussi par la solidarité. Vous êtes en charge aussi du tourisme, ça concerne bien sûr aussi les Français de l'étranger, mais aussi les Français qui veulent voyager à l'étranger. Vous allez établir une liste des pays verts, rouges, entre les deux, où on va pouvoir voyager cet été, même si vous dites à tout France, il faut privilégier la France, mais quand même, la liberté, ça y est, à partir du 9, on va pouvoir voyager. Alors, on peut déjà voyager en Europe, depuis le 3 mai assez facilement. À partir du 9 juin, on travaille sur, effectivement, l'ouverture internationale plus large. Demain, Conseil de défense, on travaillera sur ces histoires justement de mobilité et donc le fait de classer les pays aussi par couleur selon leur état sanitaire. Pays verts, où ce sera assez facile d'aller et venir. En revanche, il y aura des pays rouges, entre guillemets, où interdit d'y aller, où la situation des variants, où la situation sanitaire fait que on ne pourra y aller que si on a un motif impérieux. Ça exclut le loisir, ça exclut le tourisme. Les motifs impérieux, ils sont assez encadrés. Et puis, entre les deux, il y aura des pays, je dirais, un peu orange, dans lesquels il y aura des contraintes supplémentaires pour s'y rendre. Et donc, on y travaille demain. Et donc, je pense qu'on aura la capacité, d'ici quelques jours, de donner une visibilité complète à vos téléspectateurs sur quelles sont les conditions pour se déplacer dans le monde entier, sachant qu'en Europe, on a quand même bien travaillé avec maintenant ce certificat vers, je dirais, Covid, qui permet une harmonisation. Grâce à nos téléphones, on va tous télécharger soit notre attestation de vaccination, soit notre test PCR négatif, soit notre certificat d'immunité, et ça nous permettra de remettre de la mobilité en Europe. Moi, j'y compte beaucoup, parce qu'en tant que secrétaire d'État au tourisme, je compte bien que l'été soit bleu, blanc, rouge, avec les Français, mais que aussi l'été bleu, blanc, rouge, ils se traduisent en allemand, en néerlandais, en espagnol, en italien, etc. Parce que je crois qu'on a beaucoup à offrir. Oui. Et ça veut dire aussi que les aides vont diminuer pour le secteur du tourisme ? On va les maintenir et les adapter. Les maintenir parce qu'on voit que la reprise, elle est quand même progressive. Regardez les jauges dans les restaurants. Pour l'instant, c'est que les terrasses. Le 9 juin, ça sera à l'intérieur 50%. Donc, on voit bien que les chiffres d'affaires ne vont remonter que progressivement. Et face à ça, on fait le choix, nous, de continuer aussi à les aider, à les soutenir pour atteindre leur point d'équilibre. Et donc, on maintient l'activité partielle, reste à charge zéro en juin. Et puis, petit à petit, ça va augmenter. C'est-à-dire, le reste à charge va augmenter, 15%, etc. Et de la même façon, le fonds de solidarité, il va s'adapter. Et progressivement, effectivement, il va être dégressif. Mais c'est important de continuer à être auprès de ces acteurs parce que, mais le tourisme, il a été touché en premier et de plein fouet. Je peux vous dire que les baisses de recettes ont été considérables. Et depuis 14 mois, on en est à 29 milliards d'euros qui ont été mis en soutien à cette économie touristique. Mais c'est important parce qu'on est la première destination mondiale et qu'on a un poids important parfois du tourisme dans certains territoires. Regardez la Corse, Lourdes, etc. Pour eux, c'est majeur. Oui.
Un dernier mot, vous êtes aussi en charge de la francophonie. La situation au Mali, deux coups d'État en 9 mois, le président qui menace de retirer nos troupes. Au fond, c'est la francophonie qui est en recul aussi, l'influence francophone. Bon, je ne sais pas si c'est la francophonie. Bon, la francophonie, c'est le fait de partager cette langue et je crois qu'il y a une bonne dynamique partout sur le continent africain de ce point de vue-là. Et le président le dit souvent, le barycentre de la francophonie, il va être désormais quelque part du côté du fleuve Congo. Mais ce qui est préoccupant, et le président l'a dit, c'est effectivement ce coup d'État dans le coup d'État. Et la CEDEAO a d'ailleurs tiré des conclusions en suspendant le Mali pour l'instant. Et donc, nous, je rappelle l'attachement de la France à ce que la transition se déroule et permette d'aller à des élections telles que programmées, sans qu'il y ait de retard de calendrier, pour que des instances démocratiquement désignées puissent officier et présider aux destinées du pays. Oui, ça c'est un message fort qui pourrait être porté au prochain sommet de la francophonie à Djerba. Cette stabilité politique en Afrique, une sorte de gouvernance. La francophonie, oui. C'est l'attachement à une langue, mais c'est aussi l'attachement à des principes, à des valeurs. Nous avons d'ailleurs fêté il y a quelques mois la déclaration de Bamako, justement, qui avait attrait à tous ces aspects de gouvernance. Et donc, oui, la francophonie, elle doit participer aussi à une gouvernance qui soit inclusive, qui prenne en compte l'ensemble des citoyens. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État donc en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.